Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve donc comme chaque lundi pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de la peur, de la notion de peur. Vous êtes nombreux à me demander comment ça se fait que j'ai toujours de nouvelles idées. Et bien en fait, c'est grâce à vous. Voilà, je ne suis jamais en reste, je n'ai jamais de panne d'inspiration parce qu'en fait, régulièrement, vous me donnez des idées. Là, par exemple, sur ces 15 derniers jours, lors des accompagnements que j'ai pu faire, parce que bon, je ne sais pas si tout le monde sait, mais oui, je vous accompagne aussi de manière individuelle. Voilà, je fais des consultations en visio. Vous avez toutes les informations sur mon site elodicrépel.com. Mais sur ces 15 derniers jours, je ne sais pas si c'est la période ou pas, mais la thématique de la peur est beaucoup revenue. Et je trouvais ça dommage en fait de ne pas en faire un podcast, même si celui-ci va apparaître en ligne dans 2 ou 3 mois, parce que j'ai un peu d'avance sur mes épisodes de podcast. Heureusement, sinon je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Mais voilà, la peur. La peur, c'est un sujet universel, mais qui est très intime en même temps, qui peut être envahissant. C'est un sentiment que tout le monde connaît. Vous, moi, même les animaux en fait. Le problème, c'est que parfois ça prend trop de place en fait. Même si la peur, elle est normale, elle est déstabilisante, elle est handicapante. Et puis on s'en veut d'avoir peur. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, en fait, s'autoflagellent, se font du mal, s'en veulent, culpabilisent d'avoir peur. Et je pense que c'est un sujet qui est d'autant plus prégnant chez les hypersensibles. D'ailleurs, le premier ouvrage d'Hélène Aron, quand il a été traduit en français, c'était Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Bon, depuis, il a été changé, même si vous pouvez peut-être le retrouver sous ce titre-là. Ils l'ont changé parce que ça n'avait vraiment rien à voir avec le livre. Et en plus, je trouve que ça a amené le préjugé que les hypersensibles sont des gens peureux. Ils ont tellement peur qu'ils ont même la peur de la peur, quoi. Alors que c'est pas du tout vrai, en fait. Mais cependant, quand on est hypersensible, et ça c'est exact, il y a une telle intensité dans les ressentis que la peur est d'autant plus grande et elle est paralysante en fait. Et ça c'est difficile. Je pense qu'il y a plusieurs grandes peurs. Elle peut se présenter dans plein de situations, mais je vais peut-être parler des situations qui reviennent le plus dans les accompagnements que je fais. Et donc peut-être qui vous parleront le plus. On va pas parler ici de peur des araignées ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Je pense qu'il y a tout ce qui est lié au regard des autres, au perfectionnisme, le fait qu'on veut bien faire, qu'on a la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, trop, pas assez. La peur aussi de passer à côté de sa vie, de ne pas trouver du sens à sa vie. Je trouve que ce sont des peurs qui reviennent souvent dans les accompagnements que je fais auprès des atypiques. Et si on apprenait aujourd'hui à voir la peur autrement, non pas comme une ennemie, mais comme un signal, une information précieuse, comme sur ton tableau de bord, tu vois, quand tu es en voiture, que tu as un logo qui, en fait, est en train de te dire qu'il y a un problème. Alors oui, c'est pénible, mais c'est quand même franchement utile. Du coup, je vais essayer de voir, en tout cas au maximum, dans cet épisode de podcast, ce qu'est la peur sur le plan psychologique, mais aussi biologique. Je vais essayer de vous rassurer pour vous expliquer pourquoi c'est normal, c'est même sain d'avoir peur, en fait. C'est quelque chose de très très sain. Les différentes formes de peur, des exemples concrets, je vais essayer d'aiguiller avec justement les accompagnements que j'ai pu faire. Comment en fait on fait la distinction entre la peur qui est normale et celle qui devient problématique? Comment vous allez pouvoir essayer de repérer les signaux d'alerte? Je vais essayer d'ailleurs, vous pouvez proposer un petit questionnaire, donc si vous avez de quoi noter c'est mieux, mais sinon c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Mais c'est bien de noter parce qu'en fait ça vous permettra aussi de relire ces notes, de travailler dessus et tout simplement d'évoluer sur cette notion de peur. Et enfin, comment on peut transformer ça en allié, en changement, en dépensement de soi. Donc, qu'est-ce que la peur? Donc la peur avant tout, c'est une émotion, c'est une des plus anciennes, universelles, partagées par tous les êtres humains, par les animaux en fait. Biologiquement, la peur, c'est une réaction de notre cerveau à une situation perçue comme une menace. Voilà, tout simplement. Donc concrètement, voilà ce qui se passe. Il y a une partie de votre cerveau qui est appelée l'amygdale qui va détecter un danger. Si vous voyez, je ne sais pas, un ours face à vous qui est en train de vouloir vous courir après, ou je ne sais pas, une voiture en fait qui vous fonce dedans, voilà, ça peut être n'importe quoi. Elle envoie donc un signal d'alarme au corps. Votre cœur va s'accélérer, la respiration va devenir plus rapide, les muscles vont se contracter, tout simplement pour que vous puissiez intervenir, passer à l'action. En fait, tout ça, ça prépare le corps à deux options.
soit à affronter directement le danger, soit à le fuir rapidement. Donc c'est extrêmement bien fait. Ce mécanisme, en fait, c'est ce qu'on appelle la réaction fight or flight. En fait, sans lui, nos ancêtres, ils n'auraient pas du tout survécu aux prédateurs et vous ne serez pas là aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui, la plupart de nos peurs, en fait, elles ne concernent pas le tigre à dents de sabre, comme à l'époque, ou des loups, enfin, je sais pas. En fait, elle va plutôt concerner le regard des autres, l'avenir, qui peut être très inquiétant, notre valeur personnelle, la peur d'échouer, tout l'inconnu, en fait. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la peur n'est pas une erreur du système, hein. C'est une fonction normale et utile. En fait, elle vous protège. Elle est en train de vous avertir de quelque chose. Et si juste vous vous agacez en disant j'en ai marre d'avoir peur, ça ne fonctionnera pas. Personne ne s'est sauvé avec la technique de l'autruche. Oui, je sais, c'est pas vraiment une technique. Et c'est pas exactement ce que fait l'autruche. On est d'accord. Mais au moins, on sait tous de quoi on parle. Absolument personne ne s'est sauvé en faisant comme si de rien n'était. Ça ne fonctionne pas et ça n'a jamais fonctionné. On peut distinguer en fait plusieurs grands types de peur. Donc on va commencer par là. Si vous êtes un peu stressé, un peu angoissé, vous avez la sensation d'avoir peur, commençons par là. Donc la première, c'est les peurs réelles qui sont très rationnelles. Par exemple, si vous avez un bus qui arrive très vite alors que vous êtes en train de traverser, là la peur va être utile et vous allez réagir, vous allez reculer, vous allez, votre corps va réagir, pas forcément bien parfois, mais en tout cas il va réagir parce que là de suite, vous êtes en situation de danger. Deuxième, ce sont les peurs qui sont symboliques ou sociales. Ce sont celles qui concernent le regard des autres, l'estime de soi, comme la peur par exemple de parler en public. Quand vous étiez enfant par exemple de passer au tableau aussi, ou d'oser dire dans une réunion que vous n'êtes pas d'accord. La peur d'être jugée pas assez compétente, ça je sais que ça revient souvent. Certaines que je suis en train d'accompagner peut-être, elles voient très bien de qui je parle. Il y a ça qui est lié au syndrome de l'imposteur d'ailleurs. La peur de décevoir ses proches, en fait, ce truc de ne pas être à la hauteur. Troisième style de peur, les peurs qu'on appelle existentielles. Celles-ci, elles sont plus profondes. En fait, elles vont toucher au sens de la vie. La peur, par exemple, de passer à côté de quelque chose d'important. La peur de faire des choix, en fait, et de se tromper. De ne pas réaliser son plein potentiel, par exemple. Celles qui ont du mal à, peut-être, à se décider dans leur voie professionnelle ou dans certaines relations, en fait. D'être peur d'être seule. Voilà, ça, c'est des peurs existentielles. Et ensuite, on a les peurs, la quatrième, c'est la peur anticipatoire. En fait, ce sont des inquiétudes qu'on va projeter dans le futur. Genre, par exemple, et si j'échoue et que je ne trouve pas ma voie et que je me retrouve sans rien, sans argent et que je finis sous les ponts à mourir de faim. Voilà, on anticipe, on fait tout un truc en fait. C'est pas du tout existentiel. C'est là, on anticipe quelque chose qui, il y a rien, il y a pas de quoi en fait. Il ne s'est absolument rien encore passé en fait. Donc, un petit exemple tiré justement de nos accompagnements, encore une fois. J'accompagne une femme qui est hypersensible, où professionnellement c'est compliqué, et elle rêve depuis plusieurs années de lancer un projet, on va dire créatif, pour rester dans l'anonymat le plus total. Et elle se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aimer ce que je fais? Et si je n'arrive pas à tenir dans la durée, financièrement, comment je vais faire? Et si je perds tout ce temps-là pour rien parce que j'ai déjà un certain âge? En fait, ces peurs, elles ne sont pas du tout absurdes, elles sont légitimes, elles sont logiques. Et elles traduisent finalement un besoin qui est profond, comme le besoin de sécurité, de reconnaissance, de donner du sens à quelque chose en fait. Et c'est sur ces points que je suis en train de travailler avec elle. Parce que lui dire, mais c'est bon, vas-y, tente, il suffit d'essayer, ça fonctionnera jamais en fait. Elle se le dit elle-même, elle n'est pas bête. Elle aussi, elle se dit, vas-y, je lance, je vais essayer. Non, en fait, c'est parce qu'il faut aller chercher où est-ce qu'elles sont ces peurs, où est-ce qu'elles s'enracinent en fait. Et donc, ce besoin de sécurité, est-ce qu'on peut y répondre autrement? Ce besoin de reconnaissance, est-ce qu'on peut y répondre autrement? Ce besoin de sens, est-ce qu'on peut y répondre autrement? Et c'est par là, en fait, qu'on va justement soulager la peur. C'est pas en s'attaquant directement à la peur, parce que la peur, encore une fois, c'est comme un voyant dans votre voiture. Si vous avez un voyant, genre manque d'essence, est-ce que vous allez juste essayer d'éteindre en fait votre tableau de bord en disant c'est bon, je l'ai pas vu, il n'y a pas de souci? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez faire le plein en fait? Parce que s'il y a ce logo-là, c'est pour vous dire de faire le plein d'essence en fait, tout simplement. Vous voyez? Donc, la peur en soi, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est vrai, et je suis la première à le dire, elle peut devenir trop envahissante. Et voici quelques signes qui sont à repérer. Déjà,
est-ce que la peur, elle vous paralyse au point où vous ne pouvez pas agir? Je pense qu'on est nombreux à avoir déjà fait cette expérience où on a vraiment peur. Je donne cet exemple très simple, qui est mignon parce que maintenant on est adulte, mais lorsqu'on avait peur qu'il y ait un monstre sous le lit ou dans le placard, ou voilà. Combien d'enfants ont osé sortir de leur lit pour vérifier si le monstre était bien sous le lit ou dans le placard ou je ne sais où? En fait, il n'y en a pas beaucoup, parce que la peur était paralysante. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, il suffit de regarder sous le lit, il n'y a pas de monstre, c'est terminé. Sauf que non, elle nous paralyse. On a peur, donc on ne veut pas regarder la peur en face. Bon, ça c'est des peurs d'enfants, mais en fait c'est intéressant si vous avez des enfants déjà de les accompagner là-dedans, en fait de dépasser ce côté où je me sens paralysée, où je ne peux pas agir. Sauf que maintenant vous dites, c'est pas exactement que je suis paralysée. Maintenant vous allez vous chercher des excuses pour ne pas passer à l'action. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les compétences, ça ne marchera pas, etc. etc. En fait, ça, c'est la même chose. C'est de la paralysie. Vous n'agissez pas. Au lieu de chercher une solution au fait que potentiellement vous n'avez pas le temps, que potentiellement vous n'avez pas l'argent, que potentiellement vous n'avez pas les compétences, etc. Autre signe à repérer, si elle occupe une grande partie de vos pensées chaque jour. Est-ce que vous y pensez régulièrement en fait? Si par exemple vous devez faire un saut à l'élastique, il est possible que vous y pensiez pas trop, sauf peut-être la veille, pour le lendemain, quelques heures avant, parce que ça vous stresse, mais bon voilà, pourquoi pas. Mais si par exemple vous devez rendre un projet dans les temps et que tous les jours vous vous dites que vraiment vous n'êtes pas au niveau, que vous n'allez pas y arriver, que le délai est trop court, etc., en fait ça va occuper toutes vos pensées. Peut-être que vous allez mal dormir, peut-être que vous allez mal manger, trop ou pas assez. Donc la troisième signe à repérer, c'est si ça s'accompagne de symptômes physiques plutôt réguliers. Si une fois de temps en temps vous faites une insomnie, c'est pas grave. Si une nuit vous dormez pas bien, ça peut être en plus lié en tant que femme à vos cycles ou à une maladie ou quoi que ce soit. Mais quand c'est répété, s'il y a par exemple aussi des crises d'angoisse, des douleurs, une fatigue intense et chronique, tout ça c'est hyper important à ne pas banaliser en fait. En bref, si la peur elle vous empêche de vivre aussi des choses importantes, par exemple, au lieu de profiter d'une relation, d'une sortie avec une amie, de vos enfants, d'opportunités, à ce moment-là, la peur, c'est plus du tout un signal en fait. Là, elle devient un vrai poids. Et dans ces cas-là, il est nécessaire de ne pas rester seul et d'aller consulter un professionnel de santé, un psychologue, un médecin. Vous pouvez même juste en parler déjà à votre généraliste. Parfois, il suffit juste de le sortir en fait et d'oser dire ça va pas, ça prend trop d'espace en fait. Si vous n'osez pas et que vous n'avez pas encore trouvé de professionnel, juste peut-être l'écrire, avoir un journal où vous êtes en train de l'écrire. En fait, le problème, c'est que ça vous paralyse tellement que vous n'osez pas le sortir et l'extérioriser. Parce que ça fait juste peur. C'est comme cet enfant, encore une fois, qui ne veut pas regarder sous le lit. Mais si cet enfant, il commençait à appeler ses parents et à dire « j'ai peur qu'il y ait en fait un monstre sous le lit », c'est déjà passer à l'action, même s'il ne regarde pas de lui-même. C'est déjà en fait faire un pas et extérioriser sa peur. Et ça, c'est déjà un énorme pas. Parce que qu'est-ce que va faire en fait cette aide extérieure? Alors pour un enfant, effectivement, c'est plus facile d'avoir ses parents, mais vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez solliciter l'aide d'un ami, d'un proche, en disant, voilà, j'ai peur de ça. D'un proche bienveillant, bien sûr, à l'écoute et sans jugement. Mais sinon, voilà, d'aller voir un professionnel, bien entendu. Ça, c'est hyper important. Donc, il faut nuancer. Et la nuance est importante entre la peur normale qui est alerte et la peur qui va vous empêcher d'agir et qui va être chronique. Donc, pour ça, je vous propose de se poser 6 questions, en fait, pour mieux comprendre votre rapport à la peur. La première question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, et vous pouvez mettre pause à ce podcast, prendre le temps d'écrire en fait, pour relire ça, ça peut être hyper intéressant. La première chose, c'est est-ce que cette peur me protège d'un danger réel, ou bien surtout une crainte en fait intérieure que je projette sur un avenir, sur un échec ou sur quelque chose, sur la crainte que j'ai que les gens me jugent ou des attentes qu'ils puissent avoir sur moi, etc. Et si c'est un danger réel, expliquez-le. Essayez de l'écrire, essayez de l'expliquer à quelqu'un, essayez de voir si cette personne, alors soit à quelqu'un vraiment d'extérieur, soit à vous-même, essayez de vous rendre compte si c'est vraiment, vraiment réel. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de craintes intérieures que l'on projette comme réelles qui n'existent pas du tout. La deuxième question, c'est est-ce que cette peur me pousse à agir avec prudence ou bien m'empêche complètement d'avancer? Parce que si elle vous pousse à agir avec prudence, c'est normal, en fait, c'est plutôt chouette. Par exemple, quelqu'un qui voudrait créer un projet professionnel, qui voudrait quitter son travail, mais du coup, effectivement, il y a la peur de la sécurité financière,
Et donc, elle va agir avec prudence, elle va essayer de faire pas à pas, se lancer peut-être en parallèle déjà dans son activité indépendante avant de lâcher son business actuel, ou voir s'il y a des aides effectivement qui peuvent aider et pallier en fait cette transition. Ça, c'est normal en fait. Et c'est normal d'avoir peur, mais on agit avec prudence. Mais la personne qui veut effectivement, qui rêve d'une vie professionnelle différente, mais qui se dit non mais de toute façon c'est pas pour moi, à mon âge ça sert à rien, ou bien j'ai déjà suffisamment de chance, de toute façon je vois pas, c'est pas à mon âge que je vais reprendre les études ou que je vais me former, etc. Enfin, qui va être là-dedans, en fait, la peur elle empêche d'avancer. La troisième question, c'est depuis combien de temps cette peur elle est présente? Est-ce que en fait elle est passagère? Genre ça fait voilà quelques jours ou quelques semaines, peut-être que ça vous perturbe, mais bon peut-être qu'elle est contextuelle à quelque chose et qu'une fois en fait que ce quelque chose sera terminé, la peur passera, ou est-ce qu'elle est constante? Est-ce que ça fait très longtemps qu'elle est là et qu'elle s'est enracinée comme si elle était bien là et que les choses ne vont pas changer? Quatrième question, est-ce que je peux en parler facilement à quelqu'un de confiance ou est-ce que j'ai honte de la ressentir? Alors ça, je pense qu'une peur qui est paralysante, souvent on a honte. Comme cet enfant dans le lit qui a peur qu'il y ait un monstre, souvent quand il est paralysé, il ne peut même pas crier à l'aide. Il ne peut même pas crier papa ou maman. Parce il a tellement peur qu'il se dit que s'il crie, en fait le monstre il va sortir, il va l'attaquer. Donc c'est un peu rendre encore plus le côté réel, le fait d'en parler. Donc ça veut dire que cette peur elle est trop grande en fait. Donc la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'extérioriser encore une fois? Cinquième question, est-ce que cette peur prend toute la place dans vos pensées ou est-ce que j'arrive à la mettre de côté parfois? Donc là, ça revient sur ce que je vous disais précédemment. En fait, si c'est de temps en temps, si c'est lié à un contexte particulier, on se dit, une fois que ce contexte sera apaisé, passé, ça va aller. Mais si elle prend vraiment trop de place, ça veut dire que là, vous êtes dans un moment de panique et de grande angoisse, en fait. Donc ça, c'est pas normal, par contre. Et enfin, la sixième question, c'est le test de la meilleure amie, quoi. Si ma meilleure amie ressentait cette peur, qu'est-ce que je lui dirais? Et c'est pour ça que j'insiste, en fait, pour que vous puissiez écrire tout ça. Parce qu'en fait, en les réécrivant, vous allez le relire comme si vous étiez un petit peu extérieur à ça. Et d'être votre propre meilleur ami. Pour vous questionner, en fait, vous dire, qu'est-ce que je répondrai à ça? Et vous pouvez d'ailleurs, suite à vos réponses, réécrire dessous, par exemple, avec un stylo d'une couleur différente. Ne prenez pas du rouge parce qu'on n'est pas là pour corriger, mais une couleur que vous aimez bien. Pour rebondir un peu, vous savez, quand on se lançait des mots en classe, au collège, au lycée, on écrivait à nos copines là un petit mot, le papier passait de main en main jusqu'à l'autre qui réponde et ainsi de suite. C'est un petit peu ça en fait. L'intérêt de ces questions, c'est de mettre donc à distance, de regarder la peur non pas comme une vérité absolue, mais comme une voix intérieure parmi d'autres. Et il y a d'autres voix intérieures qui ont besoin aussi de s'exprimer pour pallier cette peur. Alors, maintenant, on va passer à une partie de cet épisode qui va être peut-être un peu plus encourageante, parce que oui, la peur, elle peut être une alliée. Et ça, c'est important. Donc, imaginez, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Et si vous n'aviez aucune peur, ça veut dire que ce projet, en fait, il n'était pas si important pour vous. Du coup, cette peur, elle montre que l'enjeu, il est réel, parce que vous avez des attentes. Vous avez des attentes parce que, en fait, il y a derrière un vrai désir. Et ça veut dire aussi que vous avez pu sortir de votre zone de confort. Mais c'est génial. En fait, les chercheurs en psychologie parlent d'ailleurs de zone d'apprentissage. Dans la zone de confort, tout est facile, mais rien ne change vraiment. Tandis que dans la zone justement d'inconfort, où on panique un peu, ça peut être très boostant. Par contre, attention, il ne faut pas arriver dans une zone vraiment de panique. C'est-à-dire que là, la peur, elle est trop forte, on n'avance pas. Donc, il faut un entre-deux, en fait. C'est la zone un petit peu optimale. Assez de peur pour être stimulé, pas trop pour rester capable quand même d'agir. Par exemple, en ce moment, j'ai une personne que j'accompagne et qui a 45 ans et qui veut reprendre ses études. Alors, elle a peur de ne pas réussir, d'être avec des jeunes qui vont vraiment plus performer. Puis elle a quand même à côté un travail à temps plein, plus des enfants. Elle a peur le regard de ses proches aussi, parce que financièrement, elle s'en sort bien, elle a plutôt un boulot, elle est RH dans une grande entreprise. Enfin, voilà, on peut se dire, mais pourquoi elle n'est pas satisfaite? Ça peut être un peu compliqué pour elle. Mais en fait, ce que je lui explique, c'est que cette peur, ça montre que ce projet, il compte énormément pour elle, en fait. Parce que sinon, elle n'y penserait pas, en réalité. C'est que quand bien même il y a tout ça, toutes ces peurs-là, le fait qu'elle veuille quand même le faire, là, la peur, elle devient une boussole. Elle indique clairement que la direction des choses qui compte vraiment pour elle. Et ça, c'est génial.
Donc, ne vous arrêtez pas à un projet parce que vous avez peur, mais donnez justement à ce projet, en fait, encore plus de poids parce que la peur amène justement à vous dire « Hé, ça compte vraiment pour moi ». Arrêtez donc d'avoir peur de la peur et voyez-la comme une boussole. Elle vous indique le nord. Mais encore faut-il, comme j'ai dit précédemment, faire la distinction entre toutes les peurs qui existent. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez retenir déjà de tout ça, c'est que la peur, c'est une émotion qui est universelle et qui est normale. Elle a une fonction protectrice, biologique, elle est essentielle. Elle peut prendre donc diverses formes, elle peut être rationnelle, sociale, existentielle, comme on a dit. Elle devient problématique seulement si elle vous paralyse et qu'elle nuit à votre santé mentale. Et là, ça va demander de consulter un professionnel pour vous aider. Qu'il y a quelques questions, comme je vous ai dit, pour pouvoir vous aider à faire le point par rapport à ça. Mais surtout que la peur peut être une alliée, un moteur de changement, une preuve que vous avancez vers quelque chose qui est important. Donc, s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est que déjà la peur, ça ne veut pas dire que vous êtes faible ou que vous êtes fragile. Au contraire, ça veut dire que vous êtes un être vivant, en fait. Un être qui a sa propre sensibilité et que vous êtes en mouvement. Parce que celui qui ne fait rien ne peut pas avoir peur. Ou bien c'est de la sociopathie. Donc en fait, c'est quand même une bonne chose que vous ayez peur. Ça veut dire que vous ressentez les choses, en fait. Et que vous vous en souciez. D'accord ? Donc, en fait, écoutez votre peur, c'est important. Mais ne laissez pas, par contre, décider à votre place. Je finirai quand même cet épisode de podcast en parlant de la peur du jugement, la peur de l'échec qui revient vraiment, vraiment souvent. Je pense que c'est les peurs sociales qui reviennent le plus. Depuis toujours, notre survie dépend du groupe, d'accord ? Donc être accepté, reconnu, soutenu, ça fait vraiment partie en fait du besoin vraiment primaire de chaque être humain. En fait, c'est vraiment hyper important. Pour tout le monde d'ailleurs. C'est pourquoi encore aujourd'hui, une critique, un regard ou l'idée de ne pas être à la hauteur, ça peut déclencher une peur. La peur de l'échec, elle vient souvent de cette même racine. Si j'échoue, est-ce qu'en gros je serai rejetée ou abandonnée ? Est-ce que je vais perdre de ma valeur aux yeux des autres ? Il y a vraiment ça. En général, en vieillissant, on est censé s'apporter sa propre valeur. Mais c'est pas toujours facile et il y en a peu qui arrivent. Donc là, il faut vous interroger d'où ça vient. Est-ce que ça vient en fait de votre éducation, de certaines expériences qui ont été douloureuses, dans la culture dans laquelle vous êtes ? Parce que moi, je le vois par exemple au Royaume-Uni, je trouve que la notion d'échec, elle est totalement différente. On voit beaucoup plus l'échec comme un apprentissage, tandis qu'en France, c'est plus difficile l'échec. Par exemple, si dans votre CV, vous avez marqué que vous avez tenté 5 créations d'entreprise, on va vous dire dis donc, il n'y a rien qui a fonctionné, pas terrible quoi. Tandis que sur le côté un petit peu américain de cette culture-là, c'est il a tenté 5 fois, c'est génial en fait. Et je grossis pas le trait en fait. Donc ça aussi, culturellement, je pense qu'on est aussi imprégné de ça. Donc le jugement des autres ne dit pas du tout qui vous êtes. Il dit surtout quelque chose de leur propre regard. N'oubliez pas que les gens, en fait, on est tous dans une culture, on est tous dans une éducation, on a tous été vraiment conformés à plein de choses. Et en fait, la plupart des jugements qu'ils ont sur vous, en fait, c'est leur manière de se voir eux-mêmes et de transférer certaines choses. Je vous donne un exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast. Et c'est un exemple, je trouve, très pertinent, dont on ne parle pas assez. C'est que les femmes qui regardent le corps des autres femmes et qui va le critiquer, parce qu'il y en a qui font ça, en général, c'est elles qui sont le plus complexées et le plus soumises à certains dictats qu'elles s'imposent elles-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, que si en fait vous-même vous êtes bien dans votre corps et que en fait, ça ne veut pas dire que vous vous aimez totalement, ça ne veut pas dire que vous vous détestez totalement, en fait, non, juste vous êtes bien, vous n'avez pas le réflexe d'aller regarder le corps des autres femmes. Une femme par contre qui se complexe, je sais pas moi, au niveau de ses cuisses ou de ce ventre, de ses fesses, c'est souvent les zones, eh bien elle peut pas s'empêcher d'aller regarder le corps des autres femmes et peut-être d'émettre un avis en fait et un jugement dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait, souvent les jugements des gens, c'est d'eux-mêmes dont ils parlent. Et quand c'est pas d'eux-mêmes, c'est tout simplement des valeurs qu'ils ont ou des choses qu'ils pensent que on doit faire. Ça, c'est assez hallucinant, mais on le voit partout. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Quant à l'échec, il n'est pas une fin d'un chemin, mais une étape d'apprentissage. Et là, c'est la même chose. On n'apprend jamais qu'en se trompant. De toute façon, il faut se tromper pour apprendre. En fait, la question, c'est pas est-ce que je vais échouer, mais plutôt est-ce que j'ai envie d'apprendre. C'est ça. Bien sûr que vous allez échouer.
Et en fait, je vous souhaite d'échouer, en vrai, parce que ça veut dire que vous avez avancé. Alors, pour apprivoiser la peur du jugement et de l'échec, ça peut être aidant de tester 2 petites pratiques simples. Donc la première, comme je vous ai dit, c'est un changement de perspective. Imaginez que votre peur soit comme une voix assise à côté de vous. Pas dans votre tête, vous la sortez et elle est en train de vous dire « t'y arriveras pas, de toute façon les autres vont te juger ». Voilà. Plutôt que de lui obéir, vous pouvez lui répondre assez calmement, on ne lui en veut pas « écoute, merci de ton avis, mais je vais quand même tenter, en fait ». Et cette petite mise à distance, ça peut aider justement à ne pas confondre la peur et la réalité. Deuxième petite astuce, c'est tout ce qui est scène de théâtre. Et là, il faut visualiser votre vie comme une grande scène. Dans le public, certaines personnes applaudissent, d'autres restent indifférentes. Et peut-être que certaines sont en train de grimacer, de critiquer, de pitailler là les unes avec les autres que c'était pas terrible la prestation que vous avez faite. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes l'actrice principale du truc en fait. C'est-à-dire les spectateurs, ils changent à chaque fois. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur scène, mais il y aura toujours certains qui vont trouver votre prestation nulle. Et bon, ça sera juste pour un soir. Et après, ça va changer en fait, tout le temps. C'est la même chose en fait. Le seul rôle principal de votre vie, c'est le vôtre en fait. Alors pourquoi laisser quelques regards décider de la pièce entière? Donc, on peut aussi voir l'échec comme un escalier. Chaque marche représente un essai, une tentative. Parfois, on trébuche sur une marche, mais chaque pas nous rapproche du palier suivant. Et sans ces petites chutes, en fait, c'est impossible de grimper. Donc l'échec, c'est pas une fin, c'est une montée, et vous avez toute une vie, en fait, pour monter l'escalier. D'accord? Voilà, bon, je ne sais pas si cet épisode aura pu vous rassurer, c'était quand même le but, vous donner quelques pistes, et vous dire que parfois on ne peut pas avancer seul parce que les peurs, encore une fois, comme cet enfant qui a du mal à regarder sous le lit, parfois on a besoin d'aide. Mais le plus dur, c'est de demander de l'aide et donc d'appeler à l'aide et de dire là, stop, j'en ai marre d'être bloquée par mes peurs. J'arrête de m'en vouloir d'avoir peur parce que ça aussi, quand on est adulte, souvent on légitime plus du tout les peurs. Déjà qu'il y a des adultes qui ne légitiment pas les peurs des enfants en disant ah mais c'est rien, mais arrête d'avoir peur. Quand j'entends ça de la part d'adultes, je me dis mais si on leur disait la même chose en disant mais ça va, c'est rien, arrête d'avoir peur, ils apprécieraient pas du tout. Voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal d'avoir peur, c'est même une bonne chose. Ça veut dire que peut-être vous êtes même sur le bon chemin en fait. Moi je m'inquiéterais si vous aviez peur de rien. Les personnes que j'accompagne actuellement, c'est ce que je leur dis. Je leur dis mais bingo en fait, vous êtes venus me voir parce que vous ne savez pas où aller, quoi faire, vous voulez retrouver du sens. Là, on a trouvé quelque chose qui vous fait suffisamment peur. Ça veut dire que ça a suffisamment d'impact, d'importance, de sens pour vous pour que ça déclenche de l'ampleur. Ça c'est génial, c'est absolument génial. Et c'est une chance. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Et quand on passe à l'action, ça veut dire que on sait qu'on va échouer. Donc on ne se demande pas si on va échouer ou comment ne pas échouer, non. On se dit, qu'est-ce que je vais faire de toute cette expérience? On se dit comment je peux m'entourer au mieux possible pour que lorsque j'échoue, je pourrai me relever le plus facilement possible. C'est ça les vraies questions à se poser. Et vous pouvez choisir la manière dont vous allez vous entourer. Ça peut être de personnes, de professionnels, d'outils, de méthodes, de temps, d'accompagnement émotionnel, de plein de choses. Mais c'est normal d'avoir peur, vraiment. Vous êtes humain, vous êtes humaine, vous êtes une personne sensible. Et ça, c'est votre plus bel atout. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager comme d'habitude, à me faire vos retours. Et si vous avez bien sûr des idées de sujets de podcast, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, encore une fois, belle journée, bonne semaine et à la semaine prochaine.